Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Il est avocat, docteur en droit et chroniqueur tous les mercredis avec nous depuis Belle-Lurette. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour, Belle-Lurette. On va commencer en regardant vers le ciel parce qu'il y a une grande majorité des centres de services scolaires qui ont opté pour une journée de congé, journée pédagogique pour la fameuse journée du 8 avril prochain. La raison, la fameuse éclipse solaire. Plusieurs évoquent des raisons de santé, surtout en fait éviter des responsabilités et s'exposer à de possibles poursuites judiciaires. Est-ce que ces craintes sont justifiées? Certains pourraient dire qu'on a la poursuite facile au Québec. Oui, tu peux relativiser un peu. J'étais il y a quelques semaines en Amérique centrale, notamment au Nicaragua, au Salvador, des reportages sur les droits humains et je regardais les nouvelles du Québec. Et ce qui faisait la manchette, c'est justement l'éclipse et la dinde de Louisville. Et là, je me suis dit qu'au final, on vivait dans une société plutôt confortable ici même. Est-ce que c'est un vrai débat? Franchement, Frédéric, j'en doute. Est-ce qu'il pourrait, par contre, y avoir une responsabilité ultimement de la part des centres scolaires? Pour qu'il y ait une responsabilité, il faut qu'il y ait une faute. Hein? Alors, si, par exemple, je sais pas moi, un prof disait, allez les enfants, on regarde l'éclipse sans lunettes, tout va bien aller. Là, peut-être. Mais autrement, franchement, je pense que ça serait difficile. Parce qu'on se demande, on s'imagine une classe et imaginons que tous les enfants ont des lunettes, OK? Et je comprends que le droit, là, que le droit criminel ou la responsabilité civile, c'est pas nécessairement ta spécialité, mais imaginons que dans une classe de 30 élèves, ils ont tous des lunettes et que M. Frédéric, le professeur, essaie tant bien que mal de faire gérer la discipline et qu'un des enfants décide, lui, de retirer ses lunettes et de regarder. Est-ce qu'un parent pourrait dire, finalement, M. Frédéric, n'a pas bien géré la classe? Est-ce que ces types de situations, ça pourrait, là, c'est très hypothétique ce que j'ai présenté, là. Est-ce que ça pourrait vraiment arriver? Est-ce que ça peut justifier justement les craintes des centres de services scolaires? Hypothétique, oui et non. On a déjà eu un président aux États-Unis qui a voulu regarder l'éclipse sans lunettes. Donc, rendu là, est-ce qu'un enfant de 6 ans pourrait faire la même chose, peut-être? Ça revient un petit peu à ce que je disais. On est dans le cadre ici de la responsabilité civile, c'est-à-dire du droit privé, du droit civil québécois. La manière que ça fonctionne, c'est qu'en responsabilité extra-contractuelle, comme dans un cas comme celui-là, on devrait démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux. On pourrait peut-être même dire que c'est une responsabilité contractuelle parce qu'il y a un contrat avec l'école, mais auquel cas, ça revient à la même chose. Donc ici, est-ce qu'il y aurait vraiment une faute de la part du professeur? Je ne pense pas. Il peut quand même pas s'assurer à 1000% que chaque enfant garde ses lunettes sur la tête à temps plein non plus. Par contre, dans l'autre exemple que j'ai mentionné, l'espèce d'illustration un peu loufoque, vous en venez, les enfants vont regarder l'éclipse sans lunettes, là, peut-être qu'on pourrait considérer qu'il y a une faute, évidemment. Mais est-ce que c'est un phénomène inquiétant? Dernière question là-dessus, parce qu'on constate que certaines écoles maintenant ne font plus de voyages scolaires. Exemple, avant, on pouvait aller faire du ski une journée maintenant parce qu'il y a des possibilités qu'il y ait des accidents. On sent que tranquillement, des écoles marchent sur des œufs. Est-ce que c'est un phénomène qui t'inquiète? J'étais pas au courant du fait que les écoles font de moins en moins de voyages scolaires, mais est-ce que ça m'étonne? Oui et non, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de conscience sur toutes sortes d'accidents possibles. Est-ce qu'on est rendu trop frileux? Je ne serai pas mon gérant d'estrade à distance. Là, je ne connais pas la réalité des centres scolaires au quotidien, mais clairement, je pense qu'il y a une tendance de fond qui s'est dessinée dans les dernières années où, oui, on est peut-être beaucoup plus protecteur qu'on l'était à notre époque, disons-le maintenant presque lointaine. Est-ce que c'est une bonne chose? Dans certains cas, peut-être que oui. Dans d'autres, peut-être que non, évidemment, parce qu'on s'empêche, disons, des aventures qui étaient très formatrices et pédagogiques là, pour les enfants que nous étions. Tu l'as mentionné, maintenant, il y a des sujets beaucoup plus sérieux qui retiennent aussi l'attention dans l'actualité. Lundi dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU qui a voté une résolution qui appelle pour la première fois à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Il faut mentionner que les États-Unis se sont abstenus. Israël, bien sûr, est mécontent de cette nouvelle. Est-ce que cette décision du Conseil de sécurité, à ton avis, va améliorer la situation à Gaza à court terme? On en a souvent parlé ensemble, Frédéric. Malheureusement, le droit international, je peux pas dire que j'y crois. On est content de savoir qu'il existe, mais au final, quel est son impact réel? La vérité, c'est que si les États-Unis avaient décidé de voter contre cette résolution, la résolution n'aurait tout simplement pas passé. Pourquoi? Parce que les États-Unis, comme d'autres, par exemple la Russie, la Chine, ont ce qu'on appelle des vétos au Conseil de sécurité. Là, clairement, la bonne nouvelle, par contre, c'est que les États-Unis
bonne nouvelle, notre façon de parler, là, sont en train de laisser tomber le gouvernement de Netanyahou. Et là, je dis pas Israël, parce que pour moi, il y a une différence entre le gouvernement de Netanyahou et Israël. On peut critiquer le gouvernement de Netanyahou sans tomber dans l'antisémitisme et ses accusations, évidemment. Et là, dans ce cas-ci, tu vois, ça revient un peu à ce que j'essaie de dire, dans le sens où le droit international, c'est pas mal ce que va décider les États-Unis ou ce que décidera la Russie et la Chine. Dans ce cas-ci, il y a une tendance qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire les États-Unis disent à Netanyahou, là, ça va faire. C'est un génocide selon la définition du droit international. Hein. La Cour internationale de justice l'a dit très, très clairement. Nous ne voulons, on est de plus en plus mal à l'aise avec ce qui se passe actuellement. On sait que le Canada a emboîté le pas aussi en refusant maintenant d'envoyer des armes au gouvernement de Netanyahou. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais je ne crois pas que ce soit du droit international comme tel autant que la géopolitique classique. Et c'est quoi la portée, à ton avis, de cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU? Si Israël ne se plie pas à cette décision, quels seraient les recours possibles ou les actions possibles? Encore une fois, Israël a été condamné de génocide par la Cour internationale de justice. C'est quand même grave de faire plus grave que ça quand on y pense. Donc, est-ce que ça va ajouter d'un point de vue purement légaliste? Franchement, je ne crois pas. Par contre, là, on pourrait dire, OK, là, vous jouez avec le feu, là, parce que vous avez une résolution. Les États-Unis, par définition, ne se sont pas opposés à cette résolution-là. En d'autres termes, vous venez de perdre votre plus grand allié, qui est justement Washington. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire à partir de ce moment-ci? Parce que là, il ne faut pas oublier, si vous êtes à la Maison-Blanche, vous êtes Biden, et Netanyahou continue de faire ce qu'il fait là, là, vous pouvez prendre ça comme un pied de nez, là, ou d'autres choses, là. Et là, peut-être que Washington pourrait justement se fâcher. Et n'oublions pas, ça, c'est bien important parce que c'est super délicat, ce sujet-là. Actuellement, il y a des dizaines, sinon des centaines de milliers de citoyens juifs à Tel Aviv qui manifestent contre le gouvernement de Netanyahou pour que cesse ce génocide. En d'autres termes, je pense qu'il faut faire preuve de nuances dans tout ça et très clairement, ce même gouvernement de Netanyahou est en train de perdre toute l'opinion publique, tout le support public qu'il pouvait avoir à partir du 7 octobre dernier. Pour terminer la chronique, Frédéric, ton plus récent livre est en librairie depuis le 19 mars. Le titre « On nous tuera doucement ». J'ai quelques-uns de tes livres dans mes bibliothèques. On s'entend pour dire que tes titres ne remporteront pas des nominations pour les plus hop la vie. Ça regroupe des chroniques des derniers mois avec le style qu'on te connaît, ton regard. C'est quoi le fil conducteur des textes qui sont contenus dans ce livre? S'il y a des gens qui aiment les chroniques qu'on fait ensemble, vous devriez trouver votre compte dans ce bouquin-là parce que je ne suis pas très original, Frédéric, je dis à peu près tout la même chose dans l'optique où ici, je pense que les démocraties occidentales sont en danger avec la montée du populisme de l'extrême droite. On voit ce qui se passe aux États-Unis, en Argentine et un peu partout en Europe. Le réchauffement climatique aussi qui vient s'en mêler, ce qui fait en sorte qu'il y aura 220 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050 et on voit que les pays se rebutent actuellement face à l'immigration. On voit que la France, de Marine Le Pen en France, est maintenant financée par le Kremlin, puis elle s'en gêne même pas. En d'autres termes, ces démocraties sont excessivement fragiles. Et si je peux prendre une métaphore, je te dirais qu'on est un peu les grenouilles dans l'eau chaude actuellement. On trouve ça agréable, ça va, il n'y a pas trop de problèmes. Ça va arriver à un moment donné, par contre, où l'eau va devenir un peu trop bouillante, il sera probablement trop tard. Il y aura un lancement ce soir avec des proches et des collaborateurs, des amis. Habituellement, les lancements, c'est un bon moment pour un auteur comme toi pour rencontrer des lecteurs? Oui, tu sais, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, un des beaux moments que j'ai eu dans ma vie, c'est grâce à toi et toute l'équipe de Radio-Canada dans votre belle région quand vous m'avez reçu sur un rapport au livre sur Omar Kader au bouquiniste. C'était franchement fantastique. Ça fait vraiment plaisir de rencontrer des gens qu'on ne peut pas nécessairement voir autrement. Et puis d'échanger autour d'un bouquin, ça permet de réfléchir, même pour l'auteur, ça permet de susciter une réflexion supplémentaire parce que là, tu as une rétroaction. Autrement, quand tu écris un livre, tu sais pas ce que les gens peuvent penser, alors que dans un lancement ou une table ronde, comme on avait fait la dernière fois, une discussion, là, évidemment, là, c'est encore plus facile. Donc, c'est très, très, très gratifiant pour l'auteur que je suis. Le livre est en librairie depuis le 19 mars. Pas très difficile à rater. Il est de couleur lilas, mauve. On nous tuera doucement de Frédéric Bérard. À vous procurer, sinon, dans votre prochain passage dans une librairie près de chez vous. Si je peux dire, c'est quelqu'un de votre coin, de Roberval plus précisément, qui signe la préface, mon ami Denis Lévesque, là, qui animera la discussion ce soir. Voilà. Frédéric Bérard, merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye.